La plupart d'entre vous ne me connaissent pas vraiment très bien. Et le chemin que j'ai parcouru dans ma vie a été, je suppose, assez différent du vôtre. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écriture jusqu'il y a, on va dire, 4 ans, 5 ans. Je suis un médecin. Je suis un médecin acupuncteur. Je me suis occupé beaucoup d'organisation, de congrès, d'écriture aussi un petit peu, mais enfin, de discours. Et là, j'ai une anecdote un peu particulière. J'ai fait 300 discours dans ma vie. Ils m'ont été préparés. Il me suffisait de la première phrase, et puis j'étais parti. Je faisais un discours de 5 minutes, 10 minutes, à la fin d'un congrès, au moment d'un banquet, ou quelque chose. Et ils étaient ravis, bien sûr, parce que je parlais de eux. Au lieu de parler d'acupuncture, je parlais des gens à qui je parlais. Et ça, ils aimaient bien ça. Et alors, après, souvent l'un d'entre eux venait en me disant « Est-ce que je peux avoir le texte de votre discours ?» Mais je dis « Il n'y a pas de texte. » Et il dit « Vous ne pouvez pas l'écrire ?» Et moi, je répondais « Mais je ne sais plus ce que j'ai dit. » Complètement oublié. Je suis dans une espèce d'état second. Cela dit, ça, c'était pour vous raconter une anecdote. Mais en ce qui concerne ceci, c'est énorme parce que ça a 460 pages, et c'est au fond 2 livres que mon éditrice a exigé que je mette en main. Il se passe bien sûr, non pas bien sûr parce que vous ne le savez pas, mais j'ai vécu à Hong Kong et Taïwan, j'ai épousé une chinoise, je parle le chinois, et j'ai voulu raconter à partir d'une expérience très particulière. J'ai créé un roman, une histoire. C'est-à-dire que j'étais dans la ville de Suzhou, que vous ne connaissez probablement pas, mais où il y a des jardins extraordinaires. Il y en a 10 qui sont patrimoine de l'UNESCO, et qui représentent chacun. Et ils ne sont pas énormes, mais ils ont quand même 1 hectare et demi, donc c'est pas si petit que ça. Et ils représentent l'univers. Ce qui fait qu'il y a un petit morceau de terre qui représente une montagne, et il y a un petit bout d'eau qui représente une rivière, des galeries qui représentent des maisons, des pavillons pour le plaisir de celui qui a créé son jardin. Alors il y a le pavillon pour rêver, il y a le pavillon avec ses amis, il y a le pavillon pour faire... pour déguster un peu d'alcool, pour faire de la calligraphie, pour tout ce que l'on voudra, pour discuter. Et tous ces jardins, je les ai trouvés si beaux que quand je suis rentré, j'avais un nœud dans le ventre. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de cela? C'est trop bête d'avoir vécu 10 journées extraordinaires et de jeter ça à la poubelle. Alors je me suis mis à écrire. Je me suis mis à écrire un roman où j'arrive et je vois ces jardins et où je rencontre une jeune fille, évidemment chinoise, et il y a des tas d'aventures qui se passent. Et je ne vais pas vous les lire toutes, à moins que vous exigiez que je vous lise les 460 pages. Mais je sais qu'il y a des tas de choses que j'aurais voulu vous lire, mais ça n'était pas plus érotique. Tu veux le plus érotique? Ah, tu sais, toi. C'est là où il n'y a pas de... Il n'y a pas de marque-page aux érotiques. Tu vois, mais... Même il les retrouve vite, quand même. Hein. Alors, est-ce que c'est quelquefois long? Non, tu vas savoir encore. C'est pas des marque-pages, c'est des aiguilles. Oui. C'est un bon point, là. Ah, cette danse silencieuse des corps, ces rituels et mouvements dirigés, ces découvertes et ces soupirs. Le blanc des sorties de bain qu'on enlève comme une peau toute frémissante de tiédeur, tandis que les bouches ont faim de celle de l'autre, que les lèvres se cherchent.
Comme une révélation apparaissent la toison noire et luxuriante aux poils bouclés et serrés, la virilité vibrant de tension, tous deux touchés et explorés par l'autre dans une avidité guidée par le dérèglement des sens. Les mains s'égarent, les souffles rythment les mouvements, deux corps s'en mêlent et s'entremêlent, la recherche des parfums corporels, l'humidité sur la peau prête à être recueillie, les mots excitants ou les phrases éveillant encore plus le désir, les seins tant désirés enfin touchés et caressés, tandis que les mamelons se perdent entre les lèvres. Le chemin débouche vers le cou, vers les selles propres et odorantes, vers le creux des reins où elles s'attardent pour mordiller et embrasser, les hanches saisies à l'arrière pressées, la nuque offerte ou la barbe enfoncée dans le pli de laine à l'ombre propice, brossant la peau de sa douce rugosité, les cheveux en désordre qui coulent comme une lave noire et soyeuse. Les parfums troubles de l'envie et du désir remplissent l'air autour d'eux et glissent sur leur peau, qui en fait le plus, caresse ou s'égare le plus, éveille ou stimule plus que l'autre, mais c'est tour à tour, car il ne s'agit pas de combattre, mais de se rapprocher, de se connaître, de s'apprivoiser, de goûter tour à tour et de tout aimer. Ce creux du genou se perdent les lèvres, la rondeur soyeuse d'une épaule, le ventre qui est le chemin descendant vers le centre, la chute des reins qui suggère et appelle, les doigts gourmands qui s'immiscent dans tous les recoins, du pli sous le sein ou la peau délicieusement douce à l'intérieur des cuisses. Les souffles mêlés de murmures et de plaintes qui ne sont que manifestations d'envie, les tremblements qui annoncent l'approche, les nuages d'or qui s'amoncellent, à nouveau les bruits graves d'allégresse, les mots doux susurrés, les regards affamés et brillants, les noms prononcés avec une telle tendresse qu'on croirait entendre un langage descendu du ciel. Alors c'est le chemin caché par un buisson noir et dense, pendant qu'ils se regardent comme pour immortaliser ce moment où tout bascule, l'accès déjà près dans lequel ils se glissent, lentement et par à-coups, aidés par le bassin qui se soulève et ondule à sa rencontre dans un mouvement de houle, les jambes qui emprisonnent pour qu'il introduise encore plus profondément, les bras qui entourent le torse, les regards qui se cherchent et aiment voir chez l'autre la montée des ondes, ce qui décuple leur propre ascension dans une excitation mutuelle, les sensations annonciatrices d'amples mouvements intérieurs. De grands vents contenus, partant des origines pour peu à peu prendre de la force, envahir ce qu'ils peuvent à chaque impulsion de la colonne de chair dont la gaine est tirée aux parois liquides. Enfin, c'est l'éclatement final, l'arrivée de la pluie après l'accumulation des nuages lumineux, en même temps que le débordement des sensations qui se fait dans les cris sourds ou les grondements venus des profondeurs, une explosion qui dure dans une pression intérieure ardente, faisant tendre tous les muscles, raidir toutes les articulations, avant de s'épuiser comme d'immenses et larges vagues sur les grèves ou la trajectoire d'une comète imaginaire qui finirait sa course au fond du ciel. Nous pouvions durer si longtemps. Je vais t'envoyer la bande-son pour le harem. On est passé du jardin chinois à l'estampe japonaise. Je ne pensais que j'ai la chance, j'étais là parce que je ne pensais pas avoir ça. Enfin. Oh non, mais bon, tu m'avais demandé de le lire, je sais les bons passages. Ah, c'est ça, coquin, là. Eh bien, dans ces jardins chinois, il y a des rochers, des pierres. Et parmi les rochers qui viennent d'un lac voisin qui s'appelle le lac Tai, il y a des pièces extraordinaires devant lesquelles on s'arrête et où on est là figé et on ne sait plus que dire. Et j'ai voulu, je les ai tous vus les uns après les autres avec ma compagne qui s'appelait Fleur des Lotus, et j'ai voulu en revoir un spécifiquement. Et je suis allé avec elle. Et voici ce qui s'est passé. Ma toujours surprenante chinoise n'hésita pas. Je laissai faire. Elle m'emmena tout droit vers un rocher haut et élancé, répondant au joli nom de pic sous un plafond de nuages de bon augure.
Campé devant lui, je me tins à une certaine distance pour le tenir non seulement dans sa totalité, mais aussi dans son milieu. J'ai commencé par l'admirer, la tête vide, comme une œuvre d'art qui se suffisait à elle-même. Ensuite, j'ai voulu penser très sagement, de façon méthodique et analytique. Ce n'était pas la bonne manière. J'étais bloqué. Pas une idée, pas une évocation. Alors j'ai lâché les brides. Mes pensées, mes paroles ont jailli dans une abondance de mots qui se bousculaient mutuellement. Je les ai laissés couler comme un torrent, renonçant à les domestiquer. Ils sont arrivés nus et élémentaires dans un désordre non contrôlé. Je n'aurais pu faire autrement. Très vite, devant ces extraordinaires spécimens de rochers, j'ai perdu le fil de la cohérence. Les mots et les phrases sont arrivés en désordre, à la fois les mêmes et des différents, quand je contemplais ces monstres merveilles massifs. Ce fut comme un concert bien orchestré. Il y eut ma voix intérieure, à d'autres moments j'arrivais à m'exprimer à voix haute, tout étonné de m'entendre. Enfin et surtout, je me suis laissé guider par les brefs commentaires de Lien Roy, suggérant une réflexion qui s'ajoutait à la mienne tout en la guidant. Tous les blocs que j'avais vus se sont trouvés incorporés dans mes pensées erratiques. Énormes rochers à taille humaine ou animale, mais aux formes informes, déstructurées, lavés par le temps et les intempéries, immobiles et à la fois changeants, et ces creux, ces gouttières, ces aspérités alternant avec des surfaces lisses, mates ou brillantes, ces orifices et trous et cavités naturelles ou créés. Cette masse affermie, savamment et solidement ancrée sur un lot de terre, surgissant avec puissance du sol comme sous une poussée irrésistible, taillée à la hache ou au marteau, polie jusqu'à la brillance, alors que d'autres le sont déjà naturellement, imposantes et compactes, avec des évidements et des bosses, des torsions et des parois verticales. Certains ont comme des becs ou des moignons, la surface de l'un est pleine de rugosité et de saillies, d'arêtes et d'anomalies, l'imprévu d'une irrégularité sur la surface lisse. Les noirs me montrent ce que je ne vois pas, l'équilibre obtenu par cette masse érigée mais penchée, maintenue telle qu'elle, grâce à un système de solives et de poutres cachées et enfouies dans la profondeur du sol pour maintenir la pièce dans la même position. Les variations de couleurs allant du blanc au noir en passant par toutes les nuances intermédiaires, selon la façon dont la pierre a été traitée, nettoyée, et suivant l'angle du regard qu'on lui porte. Cette lourde présence devant mes yeux, me parlant des siècles passés et des milliers d'yeux qui ont contemplé, admiré, discuté. Et le sens de tout cela, où se trouve-t-il? La douce voix de Lien Roy me suggère le lien avec les autres arrangements qui complètent dans la conception du Tiachan la fausse montagne, la montagne artificielle ou la rancaille assemblée. Lien Roy me rappela les liens avec la peinture des paysages, l'étonnement au détour d'une sinuosité de sentier, de voir cette totalité en soi, au milieu d'autres composés qui la soutiennent, les orifices, les courbes, les rondeurs et les points redressés, les falaises dressées et étroites ou étalées et corpulentes, asymétriques comme il se doit, immuables dans l'instant et changeant dans le temps, joignant parfois à terre et le ciel, la poussière et les nuages, animés d'une énergie tellurique telle qu'elle s'impose soudain comme une évidence, trame épaisse et forte, pétrie de dynamisme et de stabilité, comme des ossatures agglomérées dans une masse compacte, dense et tassée, poussant à la méditation et à l'interrogation, à la réflexion sur la valeur de l'imperfection, de l'irrégularité, de l'ajustement, des modifications insensibles et progressives, à partir de l'immuable, dans une pensée illogique, mais superbe et galvanisante. On reconnaît donc des discours là-dedans. Oui, hein, c'est Ouais, extraordinaire. c'est extraordinaire. Parce qu'il vient de dire qu'il suffisait de la première phrase, et puis, mais on est dans l'oralité. Or là, il y a une fluidité comme ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que l'écriture est lente quand même. Oui, Enfin, le geste. mais le rythme. Oui, oui. Mais non, mais ça a été écrit sur tout. Il m'a fallu à peu près 2 ans pour les 2 livres. Hein, parce qu'il y en a un qui s'appelle La chasse aux théières. Et ce que vous ne savez pas, c'est que les théières chinoises peuvent valoir des fortunes.
et on court après elle, et alors, il y en a, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La chasse aux théières ». Et alors, je ne comprenais pas au début pourquoi ces théières coûtaient une fortune. Mais ce que j'appelle une fortune, c'est 3-4 millions de dollars pour une petite théière qui avait peut-être été faite il y a 100 ans, peut-être 200 ans. Alors, j'ai essayé de comprendre. Et je vais voir un petit peu. Oui, voilà. En 20 ans, dans les musées, les expositions, les magasins, j'avais admiré, aimé de rêver de posséder un nombre incalculable de ces petits récipients si prisés. J'en avais vu de toutes les formes, de toutes les couleurs, des plus simples aux plus alambiqués, grands et petits, pratiques ou seulement décoratifs. Que dire de celle-ci? Le corps épais était rond, se rétrécissant vers le haut. Le couvercle était donc assez petit, surmonté par un simple bouton arrondi. La tonalité de la couleur pourpre n'était pas régulière, mais brillait doucement. L'anse était arquée et le bec verseur assez court. J'étais perplexe, ne ressentant rien. Pas d'admiration, pas d'exaltation. Liane-Roy me prit la main et me dit « Continue à regarder, Gilles, prends ton temps. » Elle se plaqua contre moi avec légèreté, comme pour m'insuffler quelque chose. Je me concentrai sur la théière, la considérant comme quelque chose d'entier, d'achevé. J'imaginais les doigts de l'artiste en train de créer, ne voyant plus rien d'autre. Monsieur Sioux, qui s'était installé dans le canapé en cuir, restait silencieux. Il ne bougeait même pas. Peu à peu, une sensation d'accomplissement harmonieux, d'exécution soigneusement finie, s'insinua en moi. Plus encore, j'eus l'impression, fausse bien sûr, que l'objet était vivant, qu'il vibrait, passant d'un flou brumeux aux détails précis. Sa patine brillait d'un éclat sombre, la couleur et les reflets de la lumière sur la surface provoquaient de multiples nuances. Une consonance équilibrée s'en dégageait. Lentement, sa beauté, si simple pourtant, m'envahissait, me troublait, m'émouvait. Je ne savais encore rien de cette théière. Insidieusement, avec une délicieuse subtilité, elle m'avait conquise. C'était vraiment une œuvre d'art. Quand il dit délicieuse, c'est incroyable.